Au cours d'une séance de travail organisée ce lundi 1er décembre à l'intention de la délégation de la présidence de la République démocratique du Congo au département d'État américain, l'administration américaine a confirmé la signature ce jeudi 4 décembre à Washington de l'accord de paix par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda. Les deux chefs d'État sont d'ailleurs attendus sur le territoire américain ce mardi 2 décembre. Selon le programme officiel du département d'État, la cérémonie historique va se dérouler en deux temps et toutes les parties se sont accordées sur le détail protocolaire du programme qui devrait durer en tout 1h30 minutes. La première étape se déroulera le même jeudi 4 décembre à 11h à la Maison-Blanche. Le président américain Donald Trump va accueillir ses hôtes respectivement à 11h pour le président du Rwanda et 11h10 pour le président de la République démocratique du Congo avant de les convier à une rencontre trilatérale d'une dizaine de minutes dans son bureau ovale de la Maison-Blanche. Les protocoles ne prévoient pas à ce stade de prise de parole des deux chefs d'État. Seuls les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda accompagneront les deux chefs d'État dans les bureaux du président américain. La signature de l'accord proprement dit aura lieu à l'USIP, United States Institute of Peace, l'Institut pour la paix des États-Unis d'Amérique. Pour marquer les caractères solennels et historiques de cette signature, 8 chefs d'État ou leurs représentants y sont attendus en qualité de témoins de cet accord, en plus du président Donald Trump. Il s'agit des dirigeants de l'Angola, du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Togo, du Qatar, des Émirats arabes unis et du président de la Commission de l'Union africaine. En leur présence et devant les caméras du monde entier, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame vont apposer leur signature sur l'accord de paix, le même document qui avait été signé le 27 juin dernier par le ministre des Affaires étrangères des deux pays. Par cet acte, les deux chefs d'État entérinent ce document, qui est un instrument international de paix formel et juridiquement contraignant, conclu entre les deux États souverains sous les bons offices des États-Unis d'Amérique et en présence des représentants du Qatar et du Togo en qualité de facilitateurs. Il est prévu, à l'issue de cette cérémonie, les déclarations publiques de président Trump, Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce stade, on peut donc dire que la signature de cet accord est irréversible. Selon différentes sources d'information, Willy Manzi Garambe, au cadre du M23, vice-gouverneur du Nord Kivu, a été arrêté par la gendarmerie royale canadienne à l'aéroport de Montréal. Détenteur d'un passeport canadien, accompagné des deux commandos, Willy Manzi, selon de sources diplomatiques, conduit une délégation qui doit se rendre aux États-Unis d'Amérique via le Canada en prévision de la rencontre de Félix Tshisekedi et Paul Kagame à la Maison-Blanche pour la signature d'un accord de paix. Il a été dénoncé par un Canadien d'origine congolaise avec qui ils ont partagé les mêmes vols depuis Bruxelles. Le Canada interdit à ses citoyens d'être membres du mouvement terroriste, selon plusieurs autres sources. Dans l'actualité également, Washington accueillera la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. La porte-parole de la Maison-Blanche a annoncé que les présidents du Rwanda et de la République démocratique du Congo seront effectivement reçus le jeudi 4 décembre par le président Donald Trump. Cette rencontre doit aboutir à la signature officielle de l'accord de paix négocié sous l'égide des États-Unis. Cet accord, dont les discussions finales ont été facilitées par l'administration américaine à la fin du mois de juin, vise à mettre un terme aux tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali sur fond de crise sécuritaire aiguë dans l'est de la RDC. La Maison-Blanche n'a pas encore dévoilé les détails du texte, mais présente la démarche comme une étape majeure vers la stabilisation régionale. De nombreuses voix se sont élevées contre l'idée de fédéralisme proposée par Corneille Nangaa. D'après Voice of Congo,
José Makila dit, je cite, « J'ai suivi comme beaucoup de compatriotes l'intervention des Corneille Nangaa, coordonnateur de la FC M23, sur les réseaux sociaux. À vrai dire, j'ai peine à avaler cette pilule amère qui nous est servie au nom d'une prétendue solution politique. Avancer le fédéralisme comme issue à la crise sécuritaire qui traverse notre pays, c'est non seulement une aberration, mais aussi un piège soigneusement tendu pour justifier la balkanisation de la RDC. Sommes-nous censés croire que ce modèle institutionnel importé, proposé dans un contexte de guerre, de rébellion, est la clé de la paix, s'interroge ce cacique de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Depuis quand un système imposé par les armes devient-il le socle de la réconciliation nationale, s'interroge-t-il? C'est une erreur historique, il est de notre devoir de nous y opposer avec fermeté. D'abord, parce que le fédéralisme n'est prévu nulle part dans notre constitution, a-t-il asséné. Ensuite, parce qu'il constitue une fuite en avant, un vernis légal à une entreprise de fragmentation du territoire. En réalité, il s'agit d'un chantage politique orchestré, sous couvert d'un accord signé à Doha entre le gouvernement affaibli et une rébellion qui ne semble plus défendre les intérêts du peuple. Ouvrir aujourd'hui la brèche du fédéralisme, c'est offrir un boulevard aux artisans de la balkanisation. Ce serait envoyer un message dangereux, celui de travailler pour de puissances obscures aux intérêts vitaux de la RDC, et c'est inacceptable. José Makila poursuit et écrit « Je m'inscris en faux contre cette logique et j'en appelle au réveil de la conscience nationale pour sauver la République démocratique du Congo. La paix ne s'obtient pas en tronquant le province contre le promesse. Le Congo n'est pas à vendre. J'interpelle également le gouvernement congolais. Cessez immédiatement les bombardements dans les territoires de Minembwe où le civil meurt comme de mouches. Une armée digne de ce nom protège sa population, ne l'agresse pas. Agir ainsi, c'est donner l'impression que le pouvoir se comporte en rebelle contre son propre peuple. Le banditisme d'État doit prendre fin, à insister ce cadre de Joseph Kabila Kabange. Quant à messieurs Corneille Nangaa, José Makila lance un message fort, qu'il cesse de nous prendre pour de naïfs. Son discours pseudo-académique n'est rien d'autre qu'un verbiage dangereux, une tentative désespérée de donner un habillage intellectuel à un projet machiavélique. À son tour, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, a vivement critiqué les processus diplomatiques menés à Washington et Doha. Il les accuse d'hypothéquer l'avenir de la RDC en excluant les Congolais et en privilégiant les intérêts des étrangers. Dans une déclaration ferme, il dénonce les initiatives conçues loin du peuple, sans transparence ni mécanisme contraignant. Selon lui, l'accord cadre de Doha est dépourvu de garanties réelles, tandis que, malgré 2 protocoles déjà paraphés, le M23 AFC poursuit ses offensives en violation du cessez-le-feu. Denis Mukwege fustige des processus bilatéraux opaques et contraires au droit international qui ignore les victimes et minimise l'implication régionale, notamment celle de l'Ouganda et du Burundi. Il souligne également que le Rwanda maintient ses troupes sur le sol congolais en contradiction avec la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour Denis Mukwege, aucune paix durable n'est possible tant que les accords géostratégiques primeront sur les droits humains. Il appelle à des sanctions internationales, au retrait de forces étrangères et à l'inclusion des populations locales dans toute initiative de paix. Il est temps que le Congolais reprenne en main leur destin, conclut-il, rappelant que la souveraineté, la justice et la dignité du peuple doivent rester non négociables. Franck Diongo se prononce également sur le fédéralisme de Corneille Nangaa. Dans ces contextes, promouvoir un discours fédéraliste tout en évoquant l'article 64 pour une révolution constitutionnelle crée une incohérence majeure. Cela peut transformer une démarche constitutionnelle en initiative perçue comme anticonstitutionnelle.